Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Alors Alexandre, évidemment, services de secours, services d'urgence de toutes les sortes là, sont en action dans le nord de la Floride. Et on est toujours effectivement en mode état d'alerte sur la Floride et les États autour aussi. Ouais, parce qu'il est rendu en Georgie. Hélène est rendue en Georgie, rétrogradée catégorie 1, mais au plus fort de la tempête, là, au cours de la nuit, on parle de catégorie 4, notamment dans le coin de Tallahassee en Floride, avec des vents là, à 200 km/h. Mais catégorie 1, pour vous donner une idée, on parle quand même de vents soutenus de 145 km/h avec des pluies diluviennes. C'est pas compliqué. On reçoit en quelques heures seulement du côté de la Floride et d'autres États autour l'équivalent de 2-3 mois de pluie. On parle de 300 mm de pluie, d'ondes de tempête qui peuvent créer des inondations. Imaginez la scène là, de 6 mètres dans les rues à certains endroits. Ça, c'est presque 20 pieds de haut. C'est énorme. D'ondes de tempête. Ça a des conséquences. 3 personnes qui ont perdu la vie. Une personne en Floride lorsqu'une pancarte est tombée et a heurté le véhicule que conduisait la victime. Et 2 autres en Georgie dans une tornade qui a été créée par ce phénomène météo-là. Des impacts aussi sur les pannes de courant. Je regardais il y a quelques instants à peine 2 millions de foyers privés d'électricité en Floride et en Georgie. La Floride est le plus touchée vraiment avec 1,3 million. Et en termes d'ordre de grandeur, Hélène est l'ouragan le plus puissant à s'abattre sur le nord de la Floride. Un État qui est habitué quand même de composer avec ces phénomènes météo violents-là. Et Hélène, le plus puissant, mais aussi Hélène est énorme en termes de diamètre du phénomène météo, si bien que, puis tu le mentionnais, il y a même des villes sur la côte est de la Floride qui avaient les contre-coups aussi de ça. Alors, c'est vraiment... tous les réseaux américains sont en couverture spéciale, encore une fois, là, ce matin, pour le passage d'Hélène qui faiblit au fur et à mesure qu'Hélène progresse dans les terres. Mais des images vraiment impressionnantes lorsqu'il a... Mais on sait déjà aujourd'hui qu'on aura des reportages parce qu'à un certain point, on découvre, là, c'est loin d'être improbable qu'on découvre d'autres personnes décédées. Parce que là, le jour se lève, là, on commence à constater, évidemment, les services d'urgence constater les dégâts et les conséquences. Le président Macron qui est passé chez nous. Une visite brève quand même où il a pu rencontrer nos 2 premiers ministres. Il a passé quand même pas mal de temps avec M. Trudeau dans 3 rencontres distinctes. Là. Les 2 s'entendent très, très bien. Vraiment. Comme la roue en foire. Les 2 ont des enjeux de popularité à l'intérieur même de leur pays respectifs aussi. Alors, on aimerait être un petit oiseau pour épier ces discussions-là. Mais oui, tu as raison, c'était une rencontre quand même très chaleureuse entre les 2. Et parmi les sujets qui ont été discutés, il y a bien sûr toute la crise, la guerre entre Israël, le Hamas, mais aussi la situation au Liban avec le Hezbollah. D'abord, Emmanuel Macron a fait ce qu'il fait habituellement lorsqu'il croise la route de manifestants, c'est-à-dire il est allé au-devant, il est allé à la rencontre. Pourquoi il s'est retrouvé dans une situation comme ça? C'est qu'il a marché finalement dans le Vieux-Montréal entre le lieu de la conférence de presse qu'il a donnée avec M. Trudeau et Pointe-à-Calière, où il devait rencontrer M. Legault par la suite. Et là, il entend, puis je vais vous faire entendre la séquence, il entend à un moment donné des manifestants lui crier, l'invectiver, et il bifurque, il fait vraiment un crochet, puis là, ça rend nerveux un peu les équipes de sécurité, mais M. Macron a l'habitude de faire ça, il le fait régulièrement en France, a discuté pendant de longues minutes avec les manifestants. Les manifestants l'ont interpellé en anglais, et à la toute fin, il a quitté en disant « j'ai pas réussi à les convaincre ». Je vous fais entendre les commentaires de M. Macron et M. Trudeau en ce qui concerne la situation, entre autres au Liban. M. Trudeau veut ramener la paix, la stabilité au Liban, éviter que la situation ne s'envenime. Et M. Macron ne veut pas que le Liban devienne un nouveau Gaza. Voici donc la séquence des événements. Je pense que la proposition qui a été faite et qui a été préparée, négociée avec le Premier ministre Netanyahou et ses équipes, à la fois par les Américains et nous-mêmes, est une proposition solide. Ce serait une faute de la part du Premier ministre de la refuser parce qu'il prendrait la responsabilité d'une escalade régionale. Je ne considère pas que les propos qui ont été rapportés et ceux qu'il a pu avoir devant vos confrères à New York sont définitifs. L'escalade des tensions qu'on voit aujourd'hui est dévastatrice. On demande à tous les partis de faire tout ce qui est possible pour protéger les populations civiles et permettre à l'aide humanitaire de se rendre à ceux qui en ont besoin. Je vais être clair, il faut absolument parvenir à un cessez-le-feu immédiatement.
Oui, c'est ce que dit la communauté internationale, sauf que c'est le contraire qui se passe. On pensait être proche d'un cessez-le-feu, mettons, il y a 3 semaines, 1 mois. C'est ce que nous disait Joe Biden, c'est ce que laissait entendre son secrétaire d'État, Anthony Blinken. Là, maintenant, on est en guerre ouverte sur le territoire du Liban avec le Hezbollah. Donc, ce sont des paroles. Je suis partagé. Je respecte ça, ce qu'a fait Emmanuel Macron, d'aller voir des manifestants, d'aller discuter avec les gens. Ensuite, en point de presse, il a dit, on est tous horrifiés par les images, là, la misère humaine qui est causée par la guerre, puis on est tous émus par ça. Puis, après ça, politiquement, on fait ce qu'on peut, puis c'est pas nous qui décidons. Mais je suis partagé entre... oui, c'est bien d'aller discuter. En même temps, les manifestants, c'est... Surtout sur cette cause-là, là, tu les entendais, c'est zéro respect, c'est un peu là, extrémiste, illuminé, qui l'insultait avant, pendant et après. Tu te dis, wow, est-ce qu'un leader vraiment gaspille son temps? On dit les gens de sécurité ont peur, mais dans certains cas, je sais pas, dans certains cas de manifestants, tu dis, ouais, mais là, est-ce que ça valait... Est-ce qu'il a pris un risque de sécurité inutile? C'est ça. En tout cas, ça... tu l'as dit, c'est le style Macron. Là. Lui aime montrer qu'il n'a pas peur des gens, puis d'aller les confronter, puis tout ça en anglais. Je trouvais que le symbole était tellement fort. Là, tout ça en anglais. Il est à Montréal, il marche dans le Vieux-Montréal, il croise des gens, il croise des manifestants, puis il est président de la France. Puis on essaie d'y convaincre, le fait français, c'est important. Il se fait parler en anglais. La foule lui parle en anglais. Représentatif de la ville, quoi. Oui. C'était ça, vraiment, hier. Tu dis, c'était ça. Et là, par contre, M. Macron a assisté à une chicane de famille. On s'est chicané devant la visite, Marie. Rien de moins. Ça se fait pas, ça. Faut nommer ça de la bonne façon. Il va falloir amener Linda Lemay pour qu'elle nous chante sa chanson. Oui. Vous invitez quelqu'un chez vous, puis vous vous chicanez devant la visite. M. Trudeau, M. Legault, on sent que la tension monte entre les deux. Bon, la journée a commencé, puis bon... série de déclarations, là, mais la journée a commencé par M. Legault qui vraiment a sorti publiquement en disant que l'immigration devait devenir la question de l'urne aux prochaines élections fédérales. Il avait attaqué M. Trudeau à plusieurs reprises dans le passé. Entre toi et moi, quand il encourage le Bloc à voter pour renverser Justin Trudeau, essentiellement, ce qu'il dit, là, en termes simples, c'est « je ne veux plus le voir là. Débarquer le plus vite possible, débarquer Justin Trudeau du pouvoir. » C'est difficile que Justin Trudeau dise « moi, je suis d'accord, je partage son point de vue. » Mais là, on a vraiment senti M. Trudeau en avoir ras-le-pompon. Piqué au vif. Et il a déclaré... ceci, alors qu'il était à côté d'Emmanuel Macron. Voici d'ailleurs monsieur Legault et M. Trudeau en rafale les commentaires des deux premiers ministres. Je demande au Bloc de ne pas donner sa confiance à M. Trudeau tant que M. Trudeau n'aura pas accepté de réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires. Mais je vais vous rappeler que lors de ma réunion avec lui au mois de juin, ici à Montréal, j'ai souligné que nous reconnaissons que la moitié des immigrants temporaires au Québec sont directement sous la gouverne et le contrôle du gouvernement du Québec. Or, on est au mois de septembre, j'attends encore le plan de M. Legault en matière d'immigration temporaire. Mais juste avant, là, il l'avait vraiment planté en disant, là, je suis déçu, il dit des faussetés. Aïe, Mario. C'était pas bien devant la visite. Sur le fond, je vais dire 2-3 choses. D'abord, quand M. Trudeau dit qu'il a fait des choses, qu'il a répondu à certaines des demandes du Québec, c'est vrai. C'est pas faux, là. Les visas mexicains, mais d'abord, le chemin Roxham, qui a réglé avec Joe Biden, les visas pour les Mexicains, c'est pas faux, là, de dire qu'il en a fait certaines choses qui étaient demandées. Mais, la vérité, c'est qu'il y a un point où Justin Trudeau, durant l'année 2022-23, a perdu le contrôle sur les frontières du pays, les chiffres en immigration. Et je pense que le ministre Miller puis M. Trudeau, là, ils prennent conscience qu'une fois que tu as perdu le contrôle, là, c'est plus simple.
c'est la fameuse expression usée, là, mais remettre la pâte à dents dans le tube, c'est compliqué, mais c'est vraiment le cas, parce que là, tu as des gens qui sont arrivés, qui sont sur le territoire, qui seraient pas supposés être là, qui sont des faux demandeurs d'asile, mais là, ils sont là, ils sont dans un processus, ils ont le droit de faire leur demande. Là, la commission qui étudie leur dossier, elle est embourbée de dossiers, fait que ça prend 2-3 ans de traiter les dossiers pour savoir s'ils pourraient être retournés dans leur pays. Puis s'ils se font dire non, mais là, ils vont en appel. Le processus d'appel, c'est une autre année ou 2. C'est comme si, puis là, t'as des étudiants étrangers, puis là, t'as les conjointes des étudiants. Fait que là, on dit, toutes ces catégories-là, on en laisse moins rentrer ou on en laisse plus rentrer, mais ceux qui sont dans le pays, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et tu te rends compte que la plupart de ces gens-là, eux, même si tout ça, c'est temporaire, dans leur tête, sont pas... La grande majorité de ceux qu'on nomme temporaires, si t'allais les interviewer, ils te diraient, ben non. Hey, moi, là, je suis arrivé ici, je me retourne pas. Je refais ma vie. Ben non. Je me suis installé, j'ai un appartement, mes enfants sont à l'école, mon fils est dans le club de basket de l'école. C'est loin du temporaire. Ouais, non, je retourne pas, moi, là, et je suis installé ici. Il y a comme une confusion des gens entre ce qu'on dit et ce que les gens pensent vraiment. L'autre affaire, parce qu'hier, Justin Trudeau a aussi accusé François Legault de faire de la politique avec l'immigration. Ce qui est vrai. Je pense que François Legault a fait un thème politique. Il dit « Je veux que ce soit de la question de l'urne ». Ça y sert aussi d'excuse. Même si l'excuse est vraie, là, que ça met une pression sur l'éducation, ça met une pression sur le logement, mais ça fournit aussi au goût. À la fois, ça met une pression, à la fois, ça fournit une excuse. Mais là, je suis obligé de dire à M. Trudeau, y en a-tu un qui a fait de la politique avec ça, l'immigration? Qui s'est rendu mondialement populaire? Oui. Un héros à l'échelle mondiale à la une des magazines en disant le Canada est un grand pays accueillant. L'origine du problème, là, c'est que tout ça est arrivé parce que Justin Trudeau, pour avoir l'air du gars ouvert, le type, là, à une époque où des gens résistent à l'entrée de migrants, là, lui a les bras grands ouverts, en se donnant cette image-là, il a mis le Canada dans le trouble. Donc, le premier qui a fait, mais pas de la petite, de la grosse politique à l'échelle mondiale avec son image en jouant sur l'immigration, c'est Justin Trudeau. Est-ce que lui, aujourd'hui, peut donner des leçons aux autres qui feraient de la politique avec l'immigration? Je suis pas certain. Est-ce que tu sens, Mario, que le gouvernement Legault vient un peu nuancer ou même préparer les Québécois à peut-être des mauvaises nouvelles en ce qui concerne Nordvolt, là. On a senti M. Legault parler de risques calculés, qu'il n'y avait rien de garantie ou quoi que ce soit. Et là, le bureau parlementaire nous apprend ce matin que Nordvolt est à la recherche de 300 millions de dollars pour finalement permettre à l'entreprise de boucler le financement pour aller de l'avant avec la construction de l'usine sur la rive sud de Montréal. Et en allant chercher ce financement-là, ça ferait en sorte que le gouvernement du Québec, étant donné que le financement serait bouclé et que la construction de l'usine irait de l'avant et serait suffisamment avancée pour verser la dernière tranche qui est toujours attendue et qui est un petit peu sur pause. C'est ça le contrat. Mais là, le défi pour Nordvolt, c'est de trouver cet argent-là. Oui. C'est ça le moment. Le moment charnière pour Nordvolt, c'est d'être capable de se refinancer pour passer à travers la prochaine phase. Mais s'il se refinance, puis que la construction de l'usine au Québec a lieu, le gouvernement verse l'argent. Là. Mais là, à ce moment-là, on devra présumer que Nordvolt a survécu. Tu sais, qu'au saut à la perche, là, on devra présumer que Nordvolt est passé par-dessus la barre, a réussi son saut. Et c'est ça, là. Puis là, ils ont 300 millions à trouver pour l'usine en Amérique du Nord, l'usine au Québec, mais je comprends qu'ils ont besoin de se refinancer aussi dans leurs activités en Europe. C'est ça le passage difficile pour Nordvolt à l'heure actuelle. Pour ça qu'ils ont coupé leurs dépenses, qu'ils ont mis à pied des employés. Ils ont besoin de se refinancer parce que c'est une entreprise qui construit des usines à vitesse grand V, mais qui a pas des revenus. Tu sais, c'est pas une usine c'est pas une entreprise qui est vraiment en opération. On commence un peu de vente, mais les ventes qu'ils font sont des balbutiements de vente qui sont pas proportionnels à l'ampleur des dépenses. Leur but, c'est de devenir un immense vendeur dans les années 2030 et suivantes, qui va vendre des batteries en Amérique du Nord, vendre des batteries en Europe. Mais pour l'instant, il faut qu'ils trouvent des partenaires qui ont confiance pour les financer, des gens qui investissent dans l'avenir, là, qui n'attendent pas un rendement immédiat. Mais as-tu senti que M. Legault, son ton avait un peu changé hier en disant... Puis il est inquiet, moi, je pense. Oui, puis lorsqu'il mentionnait, on a investi dans plusieurs projets, puis tu sais, il n'y a jamais de garantie. Moyenne au bâton, c'est la moyenne au bâton. C'est certain qu'il est inquiet. C'est certain qu'il est inquiet.
il peut plus tout miser sa filière batterie sur Nordvolt. En fait, probablement il nous dirait, j'ai jamais misé toute ma filière batterie sur Nordvolt, mais comme c'était le plus gros des projets de la filière batterie, c'est devenu le projet phare, là. C'est devenu le projet, à mon avis, 95% de la population du Québec n'est pas capable de nommer POSCO, GM, Ford, n'est pas capable de nommer les autres gros à Bécancour, qui sont pas des petits joueurs, mais c'est Nordvolt qui est devenu le symbole de toute la filière batterie, là. La gouverneure générale, Mary Simon, a brisé le silence dans une lettre et est revenue sur tout le scandale qui a éclaté cette semaine à la suite d'une visite qu'elle a effectuée dans un organisme de Lévis où elle avait de la difficulté à aligner plus que 3 mots en français. Elle avait même annulé le lendemain une autre visite qui était prévue à l'agenda. J'ai parlé hier à LCN, j'ai parlé à la directrice générale du deuxième organisme, le Pignon Bleu. C'est bizarre, pas à peu près. Mais c'est un peu conforme à notre feeling hier matin. Là, mais pas trop d'explications. Pas d'explications. Écoute, ces gens-là ont été appelés par le bureau de la gouverneure générale il y a plusieurs semaines pour dire elle viendrait, elle vous visiterait, etc. Ils ont fait plein de préparatifs. Et ils ont eu des gens de la sécurité, de la GRC qui sont allés d'un jour précédent. Ça leur a donné plein de troubles. Mais du trouble, tu sais, comment dire, ils étaient contents de le faire. Ils faisaient ces efforts-là ou ces sacrifices-là ou ces étapes-là parce qu'ils disaient on va recevoir la gouverneure générale, ça vaut la peine. Le matin à 7h, on leur confirme sa venue dans la journée. Tous les gens sont prêts, tout le monde est prêt à accueillir. Puis à 10h le matin, on dit finalement, elle vient plus. Aucune raison. Perte de temps, perte d'argent. Perte de temps, perte d'argent, déception. Mais là, enfin, j'ai lu sa lettre. Est-ce que tu peux nous en lire des extraits? Oui. Est-ce que ça répond aux interrogations des gens? J'ai eu l'impression un peu que ça parle de d'autres choses, carrément. Moi, je la comprends pas, là, sincèrement. Je vous lis un extrait. Okay? Puis je vous rappelle que l'enjeu, c'est on a payé à cette dame-là plein de choses, mais notamment 28 000 $ de cours de français, plus de 180 heures, OK? Puis je vous rappelle, bonjour, ça va bien. Ça, c'est tout, OK? Et là, elle écrit, « Étant canadienne et québécoise, je comprends très bien la relation critique entre l'identité, la culture et la langue. C'est pourquoi parler ma langue maternelle, l'Inuktitut, fait partie intégrante de mon identité. » Personne n'y reproche ça? Et personne qui reproche ça. Je sais pas c'est quoi le rapport. Après ça, je reste fidèle à ce que j'ai dit dans mon discours d'installation. Je m'efforcerai de jeter les ponts entre les diverses origines et cultures qui reflètent le caractère unique et prometteur de notre grand pays, tout en continuant à mettre en lumière les questions qui importent aux Canadiens et Canadiennes. Oui. Mais encore. Puis encore que si je voulais être critique, pour jeter les ponts, ben quand t'es pas capable de parler la langue, une des 2 langues officielles du pays, c'est pas idéal pour faire les ponts. Je sais pas, je lance ça de même là, dans les airs. Là. Ouais. Et vraiment, elle réaffirme à de multiples reprises son identité autochtone, son expérience et sa qualité de défenseur de l'éducation et des droits autochtones. Mais est-ce qu'il n'y a pas personne qui remet ça en cause, Mario? Non, c'est ça. Elle répond à une question Pourquoi elle ramène toujours ça à cet enjeu-là? Elle répond à une question qu'on se pose pas. Cette dame, 29 ans, mère de famille à Hemingford, qui était disparue, ce qu'on craignait, c'est ce qui a été annoncé par la police hier. Et Félix Séguin nous en parle depuis quelques jours un peu, des scénarios possibles. C'était tellement mystérieux. Samedi, en pleine journée, elle disparaît. Elle laisse derrière elle un enfant de 21 mois. Tu dis, il n'y a jamais de mère qui fait ça. Ouais. Alors, dernier développement, donc, on connaît l'identité, effectivement, du conjoint de la victime qui a été arrêté hier après-midi par les policiers arrêtés pour meurtre. Nicolas Gravel, 31 ans. Le corps de la victime Kelsey Watt aurait été volontairement dissimulé dans le boisé derrière la résidence du couple, près de la frontière américaine. Et là, il y a d'autres informations dans le journal ce matin où on nous dit que Gravel aurait été aperçu en train de faire l'achat d'une 15aine de sacs de terre dans un commerce du secteur la veille. Et quand on entend aussi les témoignages de gens rencontrés dans la rue, là, Hemingford, c'est pas une petite municipalité, tout le monde se connaît. Les gens déjà avaient des soupçons. Auraient été aux prises avec des problèmes de consommation de drogue, consommation d'alcool. Alors, on va surveiller au cours des prochaines heures. Est-ce qu'il y aura comparution? Quels sont les chefs d'accusation également? Mais c'est d'une tristesse infinie. On se souviendra de la douleur de la famille qui avait rencontré notre collègue Yves Poirier. Là. C'était extrêmement déchirant. Et je le dis dans tous ces événements-là, ce matin, t'as un bébé, un enfant, un bambin de moins de 2 ans qui a plus de mère puis un père en prison. C'est bien parti dans la vie. Là. Isabelle, un rappeur qui est accusé d'agression sexuelle, mais ça s'est passé chez nous. Oui, c'est le rappeur Kanan. Pour le replacer, là, c'est l'auteur, entre autres, de la chanson Waving Flag. Je vous la fais entendre juste pour vous le resituer, pas pour y faire de la pub.
Il était programmé lors du Festival d'été de Québec en 2010. Il faisait entre autres la première partie des Black Eyed Peas. Mais l'agression ne se serait pas passée là, sur le site. Ça n'a rien à voir. Là, au fait, il était à Québec pour ça. Mais ça se serait passé donc dans la nuit du 16 au 17 juillet. Il fait face à un chef d'accusation donc d'agression sexuelle. À l'époque, la plaignante aurait eu à peu près une vingtaine d'années, selon les documents de la Cour. Il n'y a pas de détails concernant les circonstances à l'agression alléguée, mais il y a eu un mandat d'arrestation qui aurait été délivré le 20 septembre. Il n'était pas présent hier lors de sa comparution au Palais de justice de Québec. C'est son avocate qui y était. On sait qu'il lui reste à Brooklyn et qu'il demeure en liberté là, pendant les procédures. C'est parce qu'il n'est pas canadien, lui. Il n'est pas canadien. Il est américain, donc ça prend une extradition. À moins qu'il vienne de son gré, là. Mais là, pour l'instant, c'est ça. C'est l'avocate qui le représentait. Lui, il demeure à Brooklyn, dans l'État de New York. Alors, c'est l'histoire qui a fait grand bruit hier. Le Festival d'été de Québec là, n'est pas associé à ça. On tient à le mentionner quand même, là, mais c'est assez épouvantable. Et au sport, le Canadien qui... C'était moins beau hier soir. Oui, c'était moins beau, mais c'était vraiment les recrues des Canadiens contre une formation quasiment régulière des Maple Leafs de Toronto. Il y avait 4 vétérans. On n'avait pas amené toutes les vedettes du Canadien. Il y en avait 4, puis même, c'est pas les plus grosses vedettes qui étaient là. 4 vétérans seulement dans l'uniforme du Canadien, donc qui ont perdu 2-1 contre les Leafs de Toronto. Christian Dvorak a été le seul marqueur du tricolore, alors que Tavares et Robertson ont marqué pour les Leafs 34-17 dans les tirs au but. Après une période, le Canadien n'avait tiré à peu près que 3 fois sur le gardien des Maple Leafs. C'était pas bien. À part le gardien Jacob Dobech, là, qui était surprenant, qui a été étonnant, qui a sauvé, parce que ça devrait pas être 2-1, ça devrait être 6-1. Il a sauvé le match. Sinon, il n'y a pas eu grand-chose de... Il n'était pas de calibre. Mais malgré tout ça, j'écoutais les commentaires de l'oracle Martin Saint-Louis, qui était quand même fier là, de tout le monde. Là, oui, malgré tout, parce que nos jeunes ont quand même 2-1 contre une formation régulière des Maple Leafs qui seront en ville à Montréal. Il y a quand même plusieurs, je comprends qu'ils feront pas... En fait, je vais le dire, il y en a plusieurs que tu disais, eux, ils vont être coupés là, dans les prochains jours, ils vont être coupés, puis on va comprendre pourquoi. Là. D'ici demain, les premières coupes là, au camp d'entraînement du Canadien. Résumer l'actualité en moins de 24 minutes, c'est Mission Accomplie.